Nous sommes avec Charles-Marie Nakis, président de Century 21. Bonjour Charles, merci d'être avec nous sur le plateau d'Expression. Aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver. Personne ne s'est beaucoup vu là, ces 2 dernières années avec ce Covid. Comment ça va chez Century 21 ? Écoutez, ça va très bien, bien que vous le savez, nous avons eu une année un peu particulière cette année, puisque on a dû faire face à la disparition de Laurent Vimont en mars. Nonobstant cette disparition, qui nous a évidemment tous très largement marqués, nous avions décidé de ne pas changer notre programme d'animation. Et avec les équipes de Century 21 France et le réseau, chacun a fait face à la fois dans la dignité mais dans la détermination. Et on a continué à dérouler notre projet, notre programme tel que nous l'avions imaginé d'ailleurs avec Laurent, en tenant notre convention nationale au mois de juillet à Paris qui a rassemblé 3500 personnes, en assumant un Tour de France qui pour le coup a été un vrai succès avec le Tour de France féminin pour la première fois d'ailleurs, qui a été un très grand succès médiatique. Et puis en continuant, on aura un atelier management là, on va réunir de nouveau 1000 patrons et managers d'agences à Cannes la semaine prochaine. Donc vraiment, c'est, comme j'ai eu l'occasion de le dire dans vos colonnes, Century 21, c'est à cela d'exceptionnel que c'est un vrai bloc uni entre à la fois le personnel de Century 21 France, les franchisés, les collaboratrices et les collaborateurs du réseau. Là, pour le coup, tout le monde a été extrêmement solidaire dans cette période très difficile. Un réseau d'ampleur, ça on le sait, mais rappelez-nous en quelques chiffres, Century 21, c'est quoi ? Century 21, c'est aujourd'hui 937 agences, c'est quasiment 8000 collaborateurs. C'est le premier réseau de France en volume de transactions. Nous faisons aussi de la gestion locative où on gère 130 000 lots de gestion, 110 000 lots de syndic et nous avons 30 agences spécialisées dans les transactions professionnelles. Voilà, c'est un opérateur installé depuis 35 ans qui a la première notoriété française, c'est la marque la plus connue en immobilier de la part des Français et qui je crois, a développé une notoriété et puis aussi une classification de la part des clients qui a une bonne perception, un bon niveau de perception, si vous voulez. Année record en 2021 Année record, mais pour le coup, pour tout le monde, 1 198 000 ventes, même si moi je persiste à croire qu'il y a une partie de ces ventes qui sont ni plus ni moins que le report d'année 2020, qui n'ont pas pu avoir lieu en 2020 et qui sont revenus se déposer en 2021. Voilà, donc je pense que le vrai marché se situe entre 950 et 1 50 000 ventes. Probablement d'ailleurs ce que nous allons observer en 2022, qui reste malgré tout des marchés extrêmement toniques. C'est un marché qui a doublé en volume en 10 ans. Donc, beaucoup... Comment vous l'expliquez ça ? Alors pour le coup, moi je considère que le moteur macroéconomique de l'évolution du marché de la transaction, c'est 3 facteurs, la conjugaison de 3 facteurs. Un qui est purement psychologique et l'autre qui est purement macroéconomique. D'abord, c'est la démographie. Il faut intégrer le principe de démographie. En 1970, la France comptait 50 millions d'habitants. 50 ans plus tard, elle en compte 67 millions. Donc, ça fait quand même 17 millions d'habitants supplémentaires qu'il faut bien loger, d'autant que dans le même temps, le nombre de personnes par foyer est passé de un peu plus de 3 personnes à un peu plus de 2 personnes. Donc, on a perdu une personne par foyer, ce qui a évidemment aggraver le besoin de logement. Ça, c'est le phénomène macroéconomique, c'est vraiment le moteur profond, si vous voulez, du marché de la transaction. Et puis, il y a le goût et l'appétence des Français pour la propriété immobilière. Vous savez, pour certaines gens, c'est un objectif important que d'être propriétaire de son appartement ou de sa maison. Donc, quand vous conjuguez les 3 facteurs, sachant que la démographie, c'est un facteur puissant, étant entendu qu'il y a peu de logements neufs qui sont déversés sur le marché. Du coup, forcément, vous avez une pression et un gros volume de transactions sur le marché de l'ancien, mécaniquement. Alors, on le sait, évidemment, on en parle tous les jours dans les médias, la situation est compliquée, récession, taux d'inflation, taux d'intérêt qui montent, les emprunts qui sont plus compliqués à avoir. Comment vous sentez les prochaines années ? Alors moi j'avais annoncé depuis le mois de juin, j'avais eu l'occasion de répondre à une interview sur BFM en indiquant que probablement le marché était en train de pivoter, qu'il se serait un marché à la baisse. Je maintiens que ce sera un marché qui sera à la baisse d'ici la fin de l'année en termes de prix, probablement entre 1 et 3%. Pour toutes sortes de produits ? Alors les maisons non, parce que ça a été le produit phare, vous savez, qui a drainé la hausse depuis 18 mois, même si on voit que maintenant le volume des transactions sur les maisons est en net recul.
On peut imaginer qu'un ajustement des prix s'en suivra. Vous savez, il y a une inertie. Un vendeur, c'est un vendeur. Quand il espère vendre 200, ben, il a du mal à accepter qu'il faille réduire son prix à 180 du jour au lendemain. Donc, il faut qu'il y ait une inertie entre le moment où il décide de mettre son bien à la vente et le moment où il fait le constat que le prix est trop élevé par rapport au marché sur lequel il se situe. Donc on retrouve après cette inertie dans la chronologie opérationnelle des transactions. Mais je pense que le marché sera à la baisse d'ici la fin de l'année et qu'il continuera à s'ajuster. Moi je parle plutôt, le marché de l'immobilier, vous savez, depuis la nuit des temps, il a cette faculté à s'autoréguler. Oui. Et à un moment, quand c'est trop cher, c'est trop cher. Voilà. Et là, on est arrivé à une situation où c'est trop cher. D'autant que les régulateurs de marché, que sont les critères que vous avez évoqués, ça veut dire le taux d'emprunt, la capacité d'emprunt des ménages, le reste à vivre des ménages, le climat psychologique, je dirais international ou même national, lui est plus trop favorable, là où il a été extrêmement favorable pendant 10 ans. Alors là, je vais vous faire une réponse un petit peu de novice, peut-être un petit peu naïve, mais enfin, vous dites, voilà, c'était trop cher, mais enfin, c'est toujours pas au niveau de certaines autres capitales européennes. Pour le marché parisien, vous avez raison. Donc, mais peut-être que ça ne vous a pas échappé non plus que la France est le deuxième pays d'Europe où la pression fiscale est la plus importante. Absolument. Parce qu'en fait, on prélève 45% du revenu des Français. C'est 10 à 12 points de plus en Espagne. Donc il y a un reste à vivre, si vous voulez. Et donc, tout le sujet, c'est le revenu des ménages et le reste à vivre. Ça veut dire, vous savez, le logement, c'est la première dépense des Français. C'est entre 25 et 30% de la dépense des Français. Donc, s'il vous reste 1 000 euros pour vivre, vous aurez 350 euros à dépenser ou 300 euros pour votre logement. S'il vous reste en revanche 1 500 euros de reste à vivre, eh bien vous aurez la possibilité de dépenser 450 ou 500 euros pour votre logement. Donc c'est un problème de revenu global. Voilà. La difficulté, s'il y en a une dans les 18 mois qui viennent, se jouera certainement autour du revenu des ménages. Ça veut dire coût de l'énergie, ça veut dire inflation, ça veut dire hausse des salaires, qui sont des facteurs macroéconomiques importants. Alors justement, la hausse des prix de l'énergie, avant c'était location, location, location. Maintenant c'est la situation, mais aussi le fait qu'un logement soit énergivore ou pas. C'est une notion vous avez tout à fait raison. Typiquement, vous avez aujourd'hui... Qui est présente chez vous? Alors elle est présente. On travaille bien sûr sur une réflexion, ce qu'on va faire à Cannes, puisqu'on va mener une réflexion sur les contraintes énergétiques dans l'immobilier. Est-ce que finalement on ne peut pas transformer ces contraintes en opportunités? Oui. Comment conseiller le mieux possible nos clients? Mais c'est un critère aujourd'hui qui est devenu un critère majeur. Typiquement quand vous êtes acheteur d'un logement, s'il a une classification dégradée ou s'il a un audit... À partir de quand on estime que c'est dégradé? FG, vous savez, c'est FG, voilà. Mais si vous avez un audit énergétique, par exemple, ce qui sera obligatoire à partir d'avril 2023, qui lui est particulièrement défavorable, eh bien la banque va anticiper ça et il va vous demander de prévoir dans votre plan de financement un plan de travaux et de mise en conformité énergétique. Donc ça va aggraver, si vous voulez, le coût de l'acquisition. Voilà. Donc tout ça va désolvabiliser une partie des acquéreurs. C'est en cela que je veux dire que le marché doit s'autoréguler et que les vendeurs, notamment ceux qui malheureusement pour eux ont des logements avec des classifications dégradées, doivent intégrer cette problématique qui est une problématique réelle. Voilà. Parce que, encore une fois, un bien se vendra que s'il y a un acheteur disposé et disponible sur le marché pour refaire l'acquisition. Vous attendez du soutien de la part des pouvoirs publics? On a souvent, voilà, les lois rénovation, il y a eu certains soutiens financiers. Est-ce que ça a vocation à durer selon vous et est-ce que votre secteur pousse en ce sens? Alors non, mais on devrait le faire. Parce qu'en fait, si vous voulez, paradoxalement, les transactions et l'immobilier ancien est un secteur d'activité qui est très peu consommateur de fonds publics. Il est très générateur de fonds publics, parce qu'en fait, on paye de l'impôt sur la plus-value, on paye des droits d'enregistrement, mais à contrario du logement neuf, ce n'est pas les acquisitions qui sont aidées, vous le savez. La problématique qu'on va avoir aujourd'hui, d'abord on aurait préféré que les pouvoirs publics nous entendent un peu avant de prendre des dispositifs qui sont irréalistes. Vous voyez, du coup, ils sont obligés de changer les dates parce qu'ils ne sont pas en capacité de fournir les diagnostics. Donc tout ça, comme souvent dans les décisions politiques, on peut dire que la genèse de la réflexion, elle est louable. Qui peut dire aujourd'hui que la décence d'un logement, ce n'est pas le sens de l'histoire, que sa conformité énergétique, ce n'est pas le sens de l'histoire? On est tous d'accord avec ça. C'est le modus operandi qu'on n'est pas d'accord. Et sur le tempo qui nous est imposé, avec notamment des précipitations en matière d'audit énergétique, qui vont quand même avoir pour conséquence directe
de vider, et ça c'est factuel et c'est déjà observé, de vider le parc locatif privé et petit à petit de le faire glisser vers le parc de transaction. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour les Français. En matière de logement, je parle à ceux qui veulent ou qui sont contraints de se louer avant de pouvoir acheter. Et ni une bonne nouvelle, évidemment, pour les agences. Pour les agences, dans l'absolu, c'est une bonne nouvelle, parce que c'est plus de biens à vendre. Ah oui, certainement. Mais, voilà. mais on a une réflexion, si vous voulez, on se doit d'avoir une réflexion plus large sur le logement. On ne peut pas se réjouir, quand on est agent immobilier, notamment, vous savez, il y a le taux d'usure est beaucoup critiqué ces derniers temps. Je comprends que ça l'est aussi pour nous sur un certain nombre de transactions. C'est un facteur bloquant de l'écosystème économique des transactions immobilières. Pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Ça fait quand même 10 ou 15 ans que grâce au taux d'usure, les marchés s'autorégulent sainement. Et que nous n'avons pas de crise des subprimes. Donc on ne peut pas remettre en cause quelque chose qui a été extrêmement bénéfique à l'équilibre des marchés sous prétexte qu'il est dérégulé depuis 6 mois. Donc il faut raison garder par rapport à ça. Et nous, on a un réseau qui s'inscrit dans le temps et dans l'histoire. On a 35 ans d'histoire. On a encore au moins 50 ou 100 ans devant nous. Alors, moi, je ne serai plus là, je vous rassure. mais vous ne me rassurez pas. Je ne vous rassure pas, mais en tout cas, moi, ça ne me rassure pas non plus, je ne serai pas là. Mais en tout cas, on ne peut pas se réjouir des difficultés du marché. Nous, on est pour des marchés pérennes, sereins, avec des transactions équilibrées et qui donnent satisfaction à nos clients. Merci beaucoup Charles. Merci à vous.